Sud Radio, l'invité politique, Jean-François Aquili. Et Jean-François Aquili, votre invité politique ce matin, c'est Philippe Juvin, le député des Hauts-de-Seine, qui est rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale, et puis par ailleurs, chef des urgences de l'hôpital Pompidou. On évoquera peut-être les questions médicales aussi. Bonjour Philippe Juvin. Bonjour. Il y aura un budget en janvier, annonce la porte-parole Maud Bréjon. Vous confirmez, c'est pour bientôt? Est-ce qu'il y a une date? Je ne sais pas lire dans l'avenir, j'espère qu'il y aura un budget en janvier. En tout cas, le gouvernement a tous les moyens constitutionnels à sa disposition pour qu'il y ait un budget en janvier. Il y a trois possibilités. Soit on lance le débat budgétaire selon la procédure habituelle, la commission puis le débat en hémicycle. Soit le 49.3, soit les ordonnances. Donc oui, il y a tous les moyens d'avoir un budget en janvier. Le 49.3, c'est ce qui se profile, non? C'est ce que vous souhaitez vous-même? Moi, depuis le début du mois d'octobre, c'est le début de la discussion budgétaire, j'ai dit que c'était dommage que le gouvernement se prive d'emblée d'une des armes que la Constitution met à sa disposition. Donc, depuis le mois d'octobre, je suis favorable à ce qu'on puisse utiliser tout, y compris le 49.3, mais il y a aussi les socialistes, ils sont favorables. Je te censure pas. Je fais le 49.3, mais tu me donnes 2-3 textes et c'est bon. Alors d'abord, le budget, c'est pas une discussion de marchand de tapis. C'est un peu ça, c'est un peu ça depuis le départ. Et moi, je le regrette quand ça devient ça. Les socialistes ont obtenu déjà, je vous rappelle, la suspension de la réforme des retraites. Donc la priorité, c'est quoi? C'est d'avoir un budget dans l'ordre. Première priorité, avoir un budget. Deuxième priorité, baisser l'endettement. On est à 5,3% de déficit par rapport au PIB sur le texte voté au Sénat, puisqu'on part du texte voté au Sénat, je vous le rappelle. Et deuxièmement, il faut baisser la dépense publique. Les socialistes veulent augmenter la dépense publique. Donc, un 49.3 avec une augmentation de la dépense publique et des impôts, ça, c'est pas possible en revanche. Les ordonnances, c'est un peu technique, mais quand même, c'est ce qui permettrait de déverrouiller cette affaire qui dure depuis des mois. Les Français n'en peuvent plus. Vous êtes d'accord, Philippe Juvin? Pour que les Français comprennent, les ordonnances, c'est un outil qui n'a jamais été utilisé pour adopter un budget, mais qui existe et qui consiste en une chose extrêmement simple. Le gouvernement arrive un matin et dit, voilà, les ordonnances font que nous utilisons le budget, les ordonnances pour faire adopter le budget. C'est-à-dire que la France a un budget et c'est le texte du projet de loi initial qui est le budget, point final. Ça, c'est Philippe Juvin qui en parle ou c'est quelque chose qui s'échange, qui se dit? Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde cherche une solution. Ça fait partie des solutions. Moi, je n'y suis pas défavorable. Évidemment, en fait, ça a un avantage et deux inconvénients, les ordonnances. Ouais. L'avantage, c'est que vous avez un budget, là, c'est fait. Point final. Alors qu'avec le 49.3, vous pouvez ne pas avoir de budget s'il y a une motion de censure. Les deux désavantages, c'est que le texte qui devient le budget, c'est le texte initial, qui comporte bien des défauts. Donc ça, c'est la première difficulté. Et la deuxième difficulté, mais après tout, à mon avis, ce n'en est pas vraiment une. Il y a un risque, évidemment, de censure derrière, parce qu'un certain nombre de gens à l'Assemblée diront, au fond, l'Assemblée ne sert à rien, puisque les ordonnances sont adoptées sans accord de l'Assemblée. Nous sanctionnons le gouvernement. Mais la priorité, est-ce que c'est d'avoir un gouvernement ou d'avoir un budget? Moi, je crois que dans l'ordre, c'est d'avoir un budget. D'avoir un budget. Les uns et les autres sont reçus à Bercy. Quand je dis les uns et les autres, ce sont les responsables de groupes, sauf Rassemblement National, sauf France Insoumise, sauf l'UDR. Ça fait quand même 210 députés représentés qui ne sont pas à la réunion d'aujourd'hui. Est-ce que c'est la bonne méthode, Philippe Juvin? Parce qu'on recommence là les mêmes histoires. Je parle avec tout le monde. Je pense qu'il faut parler avec tout le monde. Maintenant, il est vrai qu'il y a un certain nombre de forces politiques qui d'emblée expliquent qu'ils ne voteront pas le budget. Par exemple, mon collègue Éric Coquerel, qui est le président de la Commission des Finances, qui est LFI, a expliqué que jamais il ne voterait le budget. Donc à partir de là, on peut comprendre la décision du gouvernement de ne pas l'inviter. D'accord. Alors, il y a un compromis qui se dessine, c'est un mot qui dure depuis des mois lui aussi. Un IS, une surtaxe de l'impôt sur les sociétés des 300, elles sont 300 à peu près, 300, 400, plus grandes entreprises. Oui. C'est réel? Hausse d'impôts? Alors l'année dernière, pour que les gens comprennent, vous savez que les entreprises payent un impôt sur les sociétés, une IS. L'IS. Oui. Le gouvernement Barnier avait dit on va faire une surtaxe IS qui était de 8 milliards l'année dernière, ce qui a été voté. Et Barnier avait dit ça sera 4 milliards en 2026, puis 0 en 2027. Oui. Le gouvernement Bayrou a repris les 8 milliards et a dit ça sera 0 en 2026. Et le gouvernement Le Cornu fait la proposition de reprendre la proposition Barnier en disant on va mettre une surtaxe sur les grandes entreprises, plus de 750 millions de chiffre d'affaires, donc c'est des très grosses boîtes, de 4 milliards. Mais en séance, le gouvernement a lui-même amendé son amendement en passant de 4 à 6,6 milliards.
Moi, je crois, si vous voulez, que les entreprises en France, comme les Français d'ailleurs, payent beaucoup d'impôts et le moins d'impôts sur les sociétés sera le bienvenu. Donc, la solution, elle n'est pas d'augmenter les impôts, parce que c'est la solution de facilité, monsieur Achili. La solution, c'est de baisser les dépenses. Moi, j'ai fait une proposition de baisse de la dépense, et cette copie, elle est sur le bureau de Bercy, elle est sur le bureau de Matignon, elle est sur le bureau de tous mes collègues. On peut baisser la dépense publique. Et pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Parce qu'il y a des élections qui arrivent? On ne le fait pas d'abord parce qu'on est dopé aux impôts en France, par paresse intellectuelle. Quand on veut baisser le déficit, on pense d'abord augmenter les impôts. Moi, je pense qu'il faut d'abord baisser les dépenses. C'est compliqué de baisser les dépenses, évidemment. Pourquoi? Parce que dès que vous dites « je vais baisser les dépenses », vous avez l'entièreté du monde qui vient vous voir dans votre bureau, qui vous appelle, qui vous envoie des mails vengeurs en disant « oui, vous avez raison de baisser la dépense, mais pas moi ». Moi, j'ai un exemple, le président d'une très grande institution française, à qui j'ai dit moi, je vais vous baisser la dépense, comme je l'ai dit à tout le monde, est venu me voir en me disant « vous avez raison, il faut baisser la dépense publique, monsieur Juvin, allez-y ». Et puis au moment de se lever et de me serrer la main, il me dit « au fait, oui, on va baisser la dépense, mais pas pour moi. Oui. Moi, vous comprenez, j'ai déjà fait des efforts. » En réalité, il faut commencer à baisser la dépense publique, parce que sinon on n'y arrivera pas. Philippe Juvin, le monde s'est arrêté sur Trump, le Venezuela, bientôt peut-être le Groenland, et nous, c'est le budget qui n'arrive toujours pas à être voté. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de dérisoire chez nous? Nous, on parle, eux, ils agissent, a dit ici même à votre place hier matin le général Pierre de Villiers, il a raison. La France de Macron est en panne? C'est pas la France de Macron, c'est la France et l'Europe même. D'ailleurs, regardez, l'affaire du Venezuela est très intéressante. Les Américains interviennent au Venezuela, on est pour, on est contre, on pourra peut-être en parler si vous souhaitez. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'Europe est un acteur. Voulons-nous être des acteurs du monde, est un spectateur. Voulons-nous être des acteurs ou des spectateurs du monde? Nous sommes devenus des spectateurs passifs et on compte les points. Moi, je pense que l'Europe doit se donner les moyens de ne plus compter les points, c'est-à-dire d'être crainte. Et pour être crainte... Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas, non, bien sûr. Jean-Luc Mélenchon qui réclame le retour de Nicolas Maduro, qu'en pensez-vous? Je pense qu'il y a peut-être d'autres idées plus intéressantes à développer dans le débat public. Philippe Juvin, comprenez-vous la grève des médecins libéraux? Est-ce que d'ailleurs ce mouvement, parce qu'il est question de suspendre les soins dans les cliniques, affecte les urgences que vous dirigez à Georges Pompidou à Paris? De toute façon, vous savez, tout dysfonctionnement du système de santé, en ville en particulier, affecte immédiatement, automatiquement les services d'urgence, parce que les gens ne pouvant pas trouver de médecins libéraux, vont vers les urgences hospitalières. Donc, nous, aux urgences, nous avons l'habitude d'essuyer les plâtres de toute difficulté et les pots cassés. Donc oui, ça va nous affecter et ça va affecter toutes les urgences de France. Vous regrettez cette grève ou pas? Non, mais est-ce qu'ils ont raison? Oui. En réalité, oui et non. Probablement, sur un certain nombre de leurs craintes, ne sont plus fondées parce que le texte qui a été voté à l'Assemblée sur le projet de loi de finances de sécurité sociale n'est plus le texte qu'ils craignaient. Il y a des choses qui ont disparu, heureusement, qui étaient des choses malheureuses. En revanche, là où ils ont raison, c'est que la vie d'un médecin libéral est devenue un enfer. On considère qu'un médecin généraliste installé en ville a 4 à 6 heures par semaine de tâches administratives, au lieu de s'intéresser, au lieu de prendre du temps pour lui, se reposer, parce que c'est un métier exigeant, ou d'avoir plus de malades. Donc on demande aux libéraux des tâches de plus en plus chronophages qui se font au détriment de la qualité des soins. Parce que vous êtes médecin dans le public, chef de service des urgences, je le rappelle. Nous aussi, nous souffrons d'une hypertrophie administrative. Oui, voilà. Et vous diriez que cette loi, c'est ce que semblent dire les libéraux, favorise plutôt le public au détriment du privé? Non. Il y a une sorte de médecine à deux vitesses du point de vue de l'État ou pas? Non, je pense que la médecine à deux vitesses, elle est ailleurs aujourd'hui en France. C'est que vous, monsieur Achili, vous savez pas vous faire opérer. Moi, je sais où me faire opérer. Ça, c'est une grande différence c'est une première médecine à deux vitesses, mais il y en a une encore plus grave. Moi, je sais où ne pas me faire opérer. Et vous ne savez pas. Et la médecine à deux vitesses, elle est plutôt là, et c'est là où est ma crainte, c'est qu'aujourd'hui, tout se fait sur le réseau. Mais tout se fait sur le réseau. Les gens vont à l'hôpital maintenant, même pour la grippe. Par défaut, parce qu'ils n'ont plus de médecin libéral. Oui. Et parce que essayez d'avoir un rendez-vous, je sais pas, avec un généraliste, vous allez voir combien c'est difficile. Essayez d'avoir un rendez-vous avec un psychiatre, un psychiatre pour enfants. Vous allez voir, c'est absolument dément. Essayez d'avoir une consultation contre la douleur. J'ai entendu que certains voulaient relancer le débat sur la fin de vie, l'euthanasie. Vous vous rendez compte que sur le débat fin de vie, je me suis intéressé au délai pour obtenir
une consultation pour la douleur en France, c'est 2 à 9 mois. 2 à 9 mois pour avoir une consultation contre la douleur. On est dans un système de santé qui est vraiment en très mauvais état. Le pic de grippe, entre parenthèses, est passé pour vous, Philippe Juvin? Alors, on va probablement le savoir dans quelques jours quand on aura les stats, mais oui, il y a 80% de chance, on est au pic, donc on devrait redescendre. Mais on est donc au pic, c'est-à-dire que nos hôpitaux sont pleins de grippe, et pas simplement, il y a beaucoup de syndromes de type grippaux, avec un peu de Covid aussi. Philippe Juvin, vous évoquez le débat fin de vie, c'est l'une des 3 priorités édictées par le président Emmanuel Macron lors de ses vœux télévisés. Vous êtes un opposant? Moi, je ne veux pas, si vous voulez, le jour où ça va être voté cette année. J'espère que non. Je pense qu'il y a d'autres priorités. J'ai 2 choses à vous dire là-dessus. D'abord, vous savez qu'un Français aujourd'hui qui meurt et qui a besoin de soins palliatifs avant de mourir, eh bien, 1 fois sur 2, il n'a pas accès aux soins palliatifs. Donc la priorité, c'est que tout le monde ait accès aux soins palliatifs et pas d'injecter un produit qui donne la mort. Deuxièmement, moi, je ne veux pas, je suis médecin, que quand j'entre en blouse blanche dans la chambre d'un malade, le malade ait à se poser la question de la raison de ma venue. Vous le vivez, ça ? Et bien entendu, moi je vois des gens mourir chaque semaine dans mon service et j'aide les gens à mourir. Mais aider les gens à mourir, ce n'est pas leur injecter un médicament. Aider les gens à mourir, c'est les accompagner, faire en sorte qu'ils n'aient pas mal, qu'ils n'aient pas de nausées, que leur famille soit rassurée, qu'eux-mêmes soient rassurés. C'est ça d'abord la mission d'un médecin, d'une infirmière, d'une aide-soignant. C'est pas d'injecter un médicament pour solde de tout compte, enfin un médicament, en réalité un produit qui donne la mort. Ça non, c'est pas vrai. C'est le contraire de la fraternité. On nous a dit que c'était une loi de fraternité. Pas vrai, la fraternité, ça consiste à donner la main aux gens, pas à s'en débarrasser. Le président Emmanuel Macron veut visiblement faire une loi dont on se souviendra après son double quinquennat. Je vous garantis que dans tous les pays où l'euthanasie a été légalisée, tout ce qu'on appelait les filets de sécurité ont sauté. Et là où on disait que ça serait pour des cas exceptionnels, dans tous les pays où ça a été légalisé, ça s'est étendu aux handicapés, aux enfants, aux déments. Donc je crois que ça serait une grande erreur. La France n'a vraiment pas besoin de ça. Elle a besoin de fraternité, c'est-à-dire de reconstruire un système de santé qui apporte du soulagement de la souffrance avant de permettre d'une injection létale. Et vous vous y opposerez, j'imagine, en 2026. L'année dernière, à l'Assemblée nationale, j'avais été le porte-parole de mon groupe sur le sujet, même si chacun était libre de son vote, bien entendu. J'avais exprimé toutes les raisons qui font qu'aujourd'hui, légaliser l'euthanasie, c'est en réalité abandonner un certain nombre de patients à une injection létale, qui est le contraire du soin. Merci à vous, en tous les cas, merci. Philippe Juvin. Merci Philippe Juvin et évidemment Jean-François Aquili. On va revenir sur ce que vous avez évoqué, bien sûr sur le budget, mais également aussi sur la situation internationale. Parce que c'est vrai, il y a une question. Donald Trump est intervenu au Venezuela pour mettre à terre un dictateur, mais il y a l'autre question. Il menace évidemment le droit international. Est-ce qu'il le menace selon vous? C'est l'une des questions qu'on pose sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous en pensez vous-même? Les Européens d'ailleurs semblent assez tétanisés, c'est la une du Figaro ce matin, par Donald Trump, notamment très agressif. Il y a maintenant le Groenland dont on parle beaucoup. J'aimerais vous entendre en fait sur ce sujet, même si c'est un peu complexe parce que c'est de la géopolitique internationale. Et puis, deux autres questions dans l'actualité. Les bouchons records aussi à cause de la neige. Est-ce qu'il faut chercher des responsabilités dans le manque d'anticipation? Bien sûr, ce matin encore, c'est très très difficile en région parisienne. Les RERC ne fonctionnent plus, les lignes N non plus, etc. Alors que on nous annonçait que cette nuit on avait fait rouler les trains pour que ça fonctionne ce matin. On avait chauffé les lignes. Ça ne marche pas. Vous pouvez témoigner. Et puis tiens, la baguette, puisque c'est aussi la baguette, c'est de la galette aujourd'hui avec l'épiphanie. Eh bien, les artisans boulangers devraient pouvoir ouvrir le 1er mai. Dominique Enracte l'a confirmé ce matin. C'est ce que lui a assuré Emmanuel Macron. Il faudra une loi tout de même. Avant ça, on en parle ensemble et j'aurai un boulanger en ligne tout à l'heure, juste avant 9h.